Quand on pense au paysage normand, plusieurs images viennent en tête. Celle des vaches, des pommiers en fleurs et de la fameuse chaumière à colombage. Il faut dire que la technique de construction à pans de bois est particulièrement répandue dans la région. Avec l'Alsace, c'est la Normandie qui compte le plus grand nombre de maisons de ce type en France. Et cette architecture à colombage est particulièrement ancienne. Le pan de bois apparaît en Normandie très tôt, donc il est issu d'un savoir-faire très ancien, mais dont on ne mesure pas l'ancienneté, puisque notre connaissance remonte simplement aux maisons dont on dispose. Donc au-delà du XIVe siècle, on a très peu de traces finalement de l'architecture à pan de bois. On sait que les hommes font appel aux matériaux qu'ils ont sur place pour construire les maisons. On utilise ici le chêne, l'orme. Après un temps de séchage des bois, une fois qu'on l'a coupé, donc on le fait sécher, un temps de séchage suffisant, de 10 à 30 ans. C'est une ossature. Cette maison à pan de bois est un jeu de construction, d'assemblage d'éléments assez simples. On pourrait le comparer au squelette d'une maison, avec ces colombes qui forment comme la cage thoracique de la maison, mais ces colombes, en fait, ce sont les petites pièces de bois qui viennent fermer les parois. Et il y a, au-delà de ces colombes, des éléments structurants, comme les poteaux d'angle, les sols. Ce sont ces pans de bois horizontaux qui font parfois toute la longueur de la maison et que l'on assemble entre elles grâce à des tenons et des mortaises. Ces systèmes constructifs, en fait, et d'une résistance qui est au défi de tout temps. Et entre ces colombes, donc l'entrecolombage, on vient passer un ourdi. Alors, ces colombes sont placées, on va dire, à égale distance, c'est-à-dire qu'on dit tant plein que vide, c'est-à-dire qu'en fait, on a un espace qui est aussi large que la colombe elle-même. C'est ce qui fait la caractéristique du pan de bois en Normandie. Contrairement en Alsace ou en Allemagne, on va rencontrer des pans de bois beaucoup plus écartés. Et ici, les tant plein que vides permettent de mettre en place un ourdi qui va être en torchis, donc un mélange de terre et de paille, terre d'argile, que l'on trouve également dans notre sol. Le domaine du Pré des Colombiers, situé au cœur du pays d'Auge, offre un panorama varié de l'architecture normande. Entièrement restauré, les différents bâtiments qui le composent ont été rénovés dans un souci d'authenticité. Eh bien, nous voici dans la bouillerie du corps de ferme. Et donc, dans cette petite bouillerie, on faisait le calvados, c'est-à-dire on distillait le cidre. Voilà, c'est là que ça se passait. Les murs, terre, argile. Vous avez le mur avant, c'est-à-dire avec les colombages, sa structure à colombage, dans lequel on remplissait avec des lattis en châtaignier, c'est-à-dire des petites planches de châtaignier qui faisaient un petit treillage, on va dire, et qui servaient à fixer la terre, la bauge et l'argile qu'on malaxait, qu'on foulait au pied pour faire le remplissage. Et voilà, ça avait une vertu, au moins, c'est que ce sont des murs très isolants. La terre est très isolante. Et donc là, vous le voyez, cette fois-ci, fini, et avec l'enduit fait avec du lin, pour une question d'esthétique. Mon maître mot, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc j'essaie de récupérer vraiment tous les matériaux que je trouve autour de moi, dans les vieux bâtiments, dans le sol, etc. Donc petit clin d'œil, je ne me suis pas contenté que de faire du remplissage. J'ai voulu donner un aspect un peu déco à ce mur. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez les silex noirs qu'on retrouve dans le terrain. La propriété se compose d'une maison principale en briques datant du XIXe siècle, d'une bouillerie dans laquelle on distillait le calvados, d'un pressoir et d'écuries. Alors voilà, on est maintenant dans le corps principal des écuries, qui est un ancien bâtiment qui a été complètement restructuré, réaménagé pour, disons, en faire une habitation. À l'origine, c'était les écuries des chevaux du corps de ferme. J'ai voulu absolument reconstituer ce corps de bâtiment avec des matériaux d'époque, avec des matériaux anciens, et en réemployant tous les matériaux que
que les anciens utilisaient pour faire les constructions. Dans ce bâtiment, en fait, il n'y avait plus rien. C'était une ruine. Il restait ces augers en granit qui servaient pour les chevaux. C'est à peu près tout ce que j'ai pu récupérer. Donc après, je me suis attelé à récupérer des matériaux anciens pour redonner un petit peu d'âme à ce bâtiment et le rendre plus confortable, bien entendu. Donc des tomates anciennes, des tomates du Pays d'Auge, des terres cuites. Les plafonds qui n'existaient pas ont été complètement refaits avec des solives en chêne que j'ai récupérées dans des anciens bâtiments avoisinants. Je voulais faire un mélange, d'utiliser des bois anciens pour faire des meubles de style contemporain. Donc cette table a vraiment une allure de style contemporain, puisqu'il n'y a pas de lien sous la table. Donc elle a vraiment une structure de table contemporaine, mais revisitée avec des matériaux anciens. J'ai récupéré aussi dans de vieilles granges ces planches de chêne brut. Je voulais donner un aspect brut et très rustique. Donc les planchers sont en chêne et cloués à l'ancienne. Les maisons normandes sont généralement quand même assez sombres. Il y a peu d'ouvertures. Enfin, autrefois, il y avait peu d'ouvertures quand même dans les maisons. Donc, il fallait, pour un souci de confort et pour redonner un peu de lumière à ce bâtiment, j'ai joué sur des ouvertures donc avec des baies vitrées qui s'ouvrent sur la nature. Et j'ai installé ce miroir en face qui élargit le bâtiment, puisque ce bâtiment ne fait que 5 mètres de large. En fait, c'est un couloir. Il fallait lui donner de l'espace. Et pour lui donner de l'espace, j'ai installé ce miroir qui est un tableau vivant, en fait, puisqu'il reflète la nature. J'ai cet escalier qui n'existait pas, puisqu'en fait, le bâtiment était vide. J'ai trouvé ce poteau chez un marchand de matériaux anciens. C'était un poteau de soutèlement d'un ancien magasin qui était recouvert de 7 ou 8 couches de peinture. J'ai dessiné cet escalier pour faire un escalier qui gagne de la place parce que, comme je vous le disais, le bâtiment n'est pas large. Il fallait donc avoir un escalier hélicoïdal, mais toujours avec le souci des vieux matériaux. Donc ça a donné ce résultat. Alors on va monter à l'étage. Les plafonds sont réalisés en bauge, c'est-à-dire en argile, ce qui n'a pas été très facile à faire parce que ça craque, la terre craque, il faut la resserrer régulièrement. On retrouve ici le conduit de la cheminée qu'on a vu en bas, donc il sert aussi à chauffer les chambres, et de la brique de récupération, voilà, que j'ai trouvée dans des bâtiments. Il y a quelques briques d'ailleurs qui proviennent de l'ancien sol des écuries en bas. Donc j'ai tout récupéré. Tout ce qui était récupérable, je l'ai récupéré et je l'ai réemployé. Dans les contrées, dans les campagnes, on a en Pays d'Auge évidemment beaucoup de bâtiments en pan de bois. C'est d'ailleurs, je crois, le Pays d'Auge qui donne son image de carte postale à la Normandie. On a évidemment les grandes villes de Rouen, Lisieux, Orbec. Toutes ces villes sont construites en pan de bois. Donc c'est un pan de bois urbain qui est légèrement différent du pan de bois rural. Ces maisons étaient évidemment étroites, très hautes, sur plusieurs niveaux. Et chaque niveau, lorsque l'on regarde les façades de Rouen, par exemple, eh bien, nous avions des encorbellements. C'est-à-dire que chaque niveau était légèrement construit en saillie par rapport à l'autre, ce qui fait que le toit, en débord, protégeait le passant qui regardait les vitrines en bas des aléas de la pluie et du climat. La seule difficulté, c'est que dans une ville comme Rouen, par exemple, les maisons de chaque côté se rapprochaient beaucoup au dernier niveau. Alors on a l'habitude de dire que les gens pouvaient se serrer la main à travers les fenêtres des niveaux supérieurs. Dans les campagnes, on n'est pas soumis à la même pression foncière, donc la construction se fait dans le cadre d'une exploitation agricole la plupart du temps.
La longère est la version rurale de la maison à colombage. Composée d'une pièce unique, à l'origine commune aux hommes et aux animaux, elle se déploie à l'horizontale. C'est également à la campagne que l'on trouve le toit de chaume. Pour la couverture, les maisons pans de bois étaient couvertes depuis le Moyen-Âge avec du chaume. Alors le chaume, c'est un roseau qui est élevé dans les marais. C'est un matériau par contre qui est périssable, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans déjà, la mousse s'installe, donc il faut le peigner régulièrement, vraiment l'entretenir pour éviter sa détérioration. Et à peu près tous les 40-50 ans, il faut refaire ce toit. Puisque le chaume a tendance à tomber, les animaux aussi, ils trouvent de quoi faire leur nid, donc elles viennent un peu picorer les tiges. Les rongeurs aussi aiment bien les toits de chaume. Et tout en haut, le chaumier place en fait de la terre d'argile qui va venir faire l'étanchéité du fêtage. Et dans cette terre d'argile, il plante des iris et des plantes aux racines très profondes qui absorbent l'humidité. Puis à partir du 15e, 16e siècle, les fours de potiers à ce moment-là sont en pleine expansion et on voit se développer la couverture de tuiles. Le manoir, en fait, c'est une demeure à pans de bois, mais il peut être également en pierre. La définition du manoir ne se contente pas en fait d'une définition architecturale. Le manoir, c'est une demeure qui est celle du seigneur et c'est le chef-lieu d'une seigneurie. Donc en fait, on appelle manoir souvent des maisons qui sont à mi-chemin entre le château et la ferme, mais en réalité, le manoir a une définition plus juridique qu'architecturale. En Normandie, on recense de nombreux manoirs à colombage qui témoignent de la prospérité de la région dès le XVIe siècle. Certains ont été entièrement réhabilités pour retrouver leur physionomie d'origine. C'est le cas du manoir de Brilly, restauré par l'architecte conseil de Maisons paysannes de France, Jean-Claude Sonnet. Son propriétaire nous en fait la visite. C'est un manoir qui a été édifié au XVIIe siècle par les seigneurs de Brilly, de famille apparentée au bocage de Sandouville. C'est un manoir caractéristique de la Seine-Maritime, du comaritime, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est en briques, silex et pierre de taille. La porte en plein cintre est d'origine. Nous voici dans le grand salon. Le grand salon est caractérisé par une grande cheminée qu'on va retrouver également dans les 3 autres pièces principales, dans le petit salon et également dans la salle à manger. Les travaux ont commencé en 2006, se sont terminés en 2012. 7 ans de travaux pour essayer de restaurer la maison, c'est-à-dire lui faire retourner au XVIIe siècle. Au fil des années, les fenêtres avaient été agrandies et avaient contribué à dénaturer l'aspect esthétique de la pièce. Et donc nous, on a recherché à retrouver les fenêtres d'origine en les rétrécissant et en faisant des fenêtres à croisée. C'est-à-dire que ce sont des fenêtres dont la partie centrale est fixe. Voilà. Nous voilà ainsi avec des fenêtres du XVIIe siècle. Les fenêtres étaient à petits carreaux au XVIIe siècle car le verre, la fabrication du verre était difficile et donc coûteuse, et donc il était plus facile de faire des petits carreaux. Voilà. Ces pièces sont au sud. Elles sont éclairées et chauffées par le soleil. Et pour éviter le froid, il y avait souvent un couloir au nord. Le couloir permettait de protéger l'habitation principale du froid. On a refait l'intérieur des conduits de cheminée et notamment l'arc de décharge. L'arc de décharge permettait de pouvoir changer les briques ici présentes, les briques de Saint-Jean qui au fil des années étaient cuites par le feu et sans avoir à mettre en péril la cheminée. Voilà, nous arrivons au premier étage. Alors au premier étage, eh bien, il y a des portes. Il y a des portes que nous utilisons et puis des portes
qui ont existé. On peut penser qu'à l'origine, l'escalier montait beaucoup plus droit et devait se terminer à peu près dans cette partie-là. Et pour le confort, il a été allongé. Sur les murs de façade, il y a encore des pierres, des briques de Saint-Jean. Il s'agit des pignons. Les pignons, eux, étaient constitués uniquement en dur pour éviter le déplacement de la maison. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, donc, se développe la fabrication des briques. Les briques en Normandie vont après connaître un usage important au XIXe siècle. Et là, l'architecture, les paysages vont changer. En campagne, si vous voulez, avec le succès des agriculteurs qui se sont lancés dans les activités du fromage et qui se sont enrichis très rapidement, ils se sont fait très souvent construire une très belle maison de maître en briques. Et en cela, en fait, ils voulaient se distinguer un peu de la petite chaumière, la chaumière donc, en colombage. Alors, les premières maisons en briques datent du début du 19e. Mais il faut dire que la brique a toujours été utilisée dans le Pays d'Auge du fait du sol même du Pays d'Auge qui est constitué d'argile à silex. Mais elle a été utilisée en tant qu'élément décoratif, tandis que maintenant, dès le 19e, on a commencé à faire des maisons entières donc, en briques. Ce manoir a été construit en 1911 par Georges Bisson, qui était fromager donc à Livaro. À cette époque-là, vous avez trois gros industriels fromagers dans le Pays d'Auge. Vous avez donc la famille Bisson à Livaro, vous avez la famille Le Petit, qui est près de Saint-Pierre-sur-Dive, et vous avez la famille Langto, qui est près d'Orbec. Et c'est assez drôle de voir que Georges Bisson fait construire donc ce manoir par un architecte qui s'appelle Victor Adeline, un architecte de Lisieux. Et vous allez retrouver la famille Langto, qui va acheter un manoir près d'Orbec qui est presque similaire à celui-ci. C'est-à-dire, ce sont ces châteaux mélangeant briques et pierres. Et l'architecte, effectivement, prend soin d'allier pierre et briques pour un usage décoratif, mais aussi ce qui montre l'opulence de son propriétaire, car il n'y a pas du tout de pierre dans le Pays d'Auge. Vous n'avez que de l'argile, donc effectivement des briqueteries un peu partout dans le Pays d'Auge, mais la pierre, il faut la faire venir de Caen ou de Falaise. Sur la côte normande, avec l'arrivée des bains de mer, le développement des bains de mer, de cette pratique, le développement des stations balnéaires, les baigneurs viennent donc sur la côte et l'on va construire pour eux des villes entières sur des terrains vierges ou à partir de villages de pêcheurs. Et on va leur proposer des maisons qui rappellent la maison traditionnelle normande. Elles sont en briques, mais cependant, on va y plaquer un décor néo-normand. On va plaquer des faux pans de bois sur les façades. Il y a des exemples particulièrement connus à Deauville et Trouville. Sur les bords de mer. Vous avez à Deauville la villa Strasbourgère ou bien d'autres villas donc, qui présentent un aspect tout à fait régional. Rendons-nous à présent à Deauville pour y découvrir cette fameuse villa strasbourgère. Nous sommes devant la villa Strasbourgère, qui est une des villas anglo-normandes les plus caractéristiques de Normandie. Elle est à Deauville. On est en plus sur un lieu historique de Deauville qui est le lieu un peu des origines, puisqu'il faut savoir que ce grand parc qu'on aperçoit là aujourd'hui avec des pommiers, jusqu'en 1890, c'était une ferme. Et cette ferme avait la particularité d'appartenir au père de Gustave Flaubert, qui dirigeait l'hôpital de Rouen, et qui avait donc cette maison de famille ici, qui était une ferme exploitée par des paysans. Gustave Flaubert a vendu cette ferme au moment où Deauville prenait de l'essor et où on construisait le Deauville qu'on connaît aujourd'hui. Parce que vous savez, avant 1860, création de Deauville par le duc de Morny et ses associés, Deauville, c'était ici des fermes et au-delà, c'était des marécages. Donc on était vraiment aux confins du Deauville, j'ai envie de dire, habité. Et une fois que Gustave Flaubert a vendu ce terrain, on l'a construit en 1907, cette villa, qui a été construite par un architecte canet qui s'appelle Georges Pichereau, et qui à l'époque, c'était la demande de Maurice de Rothschild qui lui avait commandé cette villa dans les années 1905-1906,
il a synthétisé tout ce qui caractérise le style normand. C'est une maison où les sous-bassements sont en pierre et qui reprend le système de damier qu'on revoit dans certains manoirs du pays de Caux. Et puis, bien évidemment, on y introduit des colombages, des tuiles. Entre les colombages, le sous-bassement des colombages, il y a ce qu'on appelle le tuilage, qui sont des tuiles mises en oblique pour remplir et garnir les espaces entre les poutres de bois. Et puis l'autre grande caractéristique du style anglo-normand, c'est tous ces décrochés. Et ces petites sculptures de céramique qu'on met à la pointe des toits, souvent pour recouvrir le petit télémande qui réunit l'ensemble des poutrelles du toit. Et ici, vous voyez, on a un bestiaire avec une cigogne, on a des choses plus stylisées. L'architecture néo-normande était aussi très inspirée par toute l'imagerie médiévale. Là, vous voyez, par exemple, ici, autour de chaque fenêtre, vous avez 2 masques qui s'inspirent totalement de l'imagerie médiévale. Et bien voilà, nous voilà dans cette villa strasburgère. Donc strasburgère, pourquoi? Parce que Ralph Strasburger, qui nous accueille, était un patron de presse d'un grand journal de Philadelphie. C'était un homme passionné de chevaux. C'est en 1924 qu'il a acheté cette villa. Vous allez voir, cette villa est restée intégralement dans le jus des années 50. Le style anglo-normand, on le retrouve dans ses fenêtres, on le retrouve dans l'idée de ce beau window avec des fenêtres à guillotine. Et puis, on le retrouve aussi dans ses poutres apparentes, puisque vous savez que ce plafond était en poutre apparente. Et puis, dans les boiseries de la salle à manger. C'est-à-dire que les boiseries de la salle à manger, sans être des boiseries à colombage, témoignent d'une référence plus au style anglais qu'au style normand. On accède maintenant aux chambres. Et les chambres dans toutes les villas bourgeoises étaient hiérarchisées. Il y avait l'étage, le premier étage qui était l'étage des maîtres de maison, et le deuxième étage qui était l'étage des amis, et le troisième étage qui était l'étage des domestiques. Donc là, on va rentrer, puisque nous sommes à l'étage de la famille, dans la chambre du fils de famille, le jeune homme, John Peter. Et vous allez voir que dans sa chambre, il avait une décoration qui n'a pas bougé, mais qui est fort anecdotique, puisque dans sa jeunesse, d'après-guerre, le jeune Peter Strasburger avait toute une magnifique collection de pin-up hollywoodiennes. La chambre de Ralph Strasburger, qui est une chambre bureau, où on retrouve sa passion du cheval, parce que de sa chambre et de son balcon, on apercevait, et ça a été un des critères essentiels dans l'acquisition de cette maison en 1924, c'est qu'on aperçoit bien évidemment l'hippodrome, et qu'apercevant l'hippodrome, on suit de près l'actualité des courses. Et dans la pièce contiguë, il avait un bureau où il lui arrivait de travailler tard le soir. Ce même bureau qui lui aussi donnait sur l'hippodrome. Et là, on arrive dans la chambre de madame. Donc il y a un univers très féminin. Cette chambre qui donne elle aussi sur l'hippodrome a la particularité d'avoir un très joli petit cabinet de travail qui est construit dans une des petites excroissances de la maison, qui est un joli petit cabinet d'écriture. Et en sortant de la chambre de madame, on arrive dans le vestibule, enfin le petit salon qui desservait l'ensemble des chambres. Tout à l'heure, dans l'entrée, on a salué Ralph Strasburger, père. Et bien là, on peut saluer Peter Strasburger, fils, qui a légué cette villa à la ville de Deauville en 1974. Nous quittons à présent Deauville pour Villerville, une autre station balnéaire de la côte fleurie, qui compte également plusieurs bâtiments de style néo-normand. C'est le cas d'une maison d'hôtes baptisée le Cottage, où Sophie, la propriétaire, a revisité les codes anglo-normands dans une décoration pleine de charme. Villerville a été la première station balnéaire de la côte normande, bien avant Deauville. Et c'est en fait grâce à l'arrivée de peintres, de musiciens, donc comme Eugène Boudin, comme Fauré, comme Satie, que Villerville est devenu en fait à force un lieu où il fallait se rendre et où des maisons se sont construites, ont été construites par des riches propriétaires dans ce style anglo-normand typique donc de cet art de vivre en fait local. Donc les caractéristiques de cette architecture, c'est bien sûr les colombages de couleurs. Donc on va en trouver, alors ici ils sont dans les beiges, mais on va en trouver beaucoup dans les bleus, dans les gris, dans les bordeaux. C'est vraiment typique de la région. Les sculptures. Et puis les fenêtres aussi, les fenêtres donc dites à la française, donc avec les petits carreaux, donc des fenêtres qui contrairement à la maison normande classique, à la campagne qui ne sont pas nombreuses parce qu'il fait froid, c'est vrai que dans l'anglo-normande il y a plein de petites fenêtres parce que l'idée c'est de voir la lumière et même mieux la mer quand on a la vue mer, voilà.
Ce mouvement, ce style néo-normand va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On voit encore dans les années 30 une architecture moderne faite de béton et d'éléments qui commencent à être préfabriqués, utiliser le décor du pan de bois normand. Il y a maintenant 20-30 ans que l'on restaure les maisons à pan de bois beaucoup plus anciennes. Il est parfois difficile de résister à la pression, les fenêtres PVC, l'évolution effectivement des matériaux qui sont liés aux normes, mais l'architecture pan de bois a un attachement quand même, suscite un attachement chez les habitants, et je pense que ce patrimoine sera préservé encore longtemps. Au terme de cette balade, le patrimoine architectural normand apparaît d'une richesse et d'une variété immenses. Du manoir de la Renaissance au style moderne néo-normand, de la chaumière de campagne aux maisons de ville à pans de bois, cette architecture reflète tout autant l'histoire de la région que le contraste de ses paysages. Comme souvent, c'est grâce à l'attraction touristique et à l'intérêt tout particulier pour l'architecture régionale qu'il est possible aujourd'hui d'œuvrer à la préservation de cet héritage.